Une autre journée qui s'achève, une semaine qui s'en va, finissant. Et vous, chers téléspectateurs, toujours fidèles au grand rendez-vous, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours rester avec nous. Nous vous embarquons pour le dernier numéro du grand rendez-vous de cette semaine. Et pour le premier arrêt, nous allons nous rendre au ciel, justement, pour voir ce que la météo a à nous apporter demain. Bonsoir aux populations de Ndali. Nous sommes justement dans le département du Borgou. Nous avons 4 rubriques au menu de ce grand rendez-vous. Le Bénin est bien engagé pour le climat, un engagement qui se manifeste à travers le respect des décisions de l'accord de Paris, à l'image des premières contributions déterminées au niveau national au Bénin. Et on en parle ce soir. C'est tout de suite dans Nature et Bien-être. Hier, 18 juillet 2019, 9 ans déjà pour la célébration du Mandela Day, une façon de se souvenir de l'homme anti-apartheid, ceci pour toujours. 67 minutes pour servir les autres avec l'expert du jour. On y revient. Pour ou contre l'épilation, les avis divergent souvent sur le sujet, mais pour les as en soins et beauté corporelle, le plus important, c'est de savoir quelle est la bonne technique, une technique qui varie en fonction de la zone, justement. Et toutes ces techniques vont être partagées avec vous dans Beauté au pluriel. Se former pour le théâtre, c'est bien possible et c'est même recommandé. Mais quel est l'apport des écoles dans cette formation? Restez avec nous pour le savoir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Et ce soir, Ulvaeus Balogun est avec nous. Ulvaeus, bonsoir. Bonsoir la charmante Agnate Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres et on vous retrouve tout juste après. Eh bien, au menu de l'actualité ce soir, le rapatriement des biens culturels africains détenus à l'étranger préoccupe les États membres de la CEDEAO. Réunis à Cotonou, ils ont réfléchi à la mise en place d'une stratégie pour le retour rapide de ces œuvres culturelles. Toujours sur le plan culturel, nous parlerons des monuments et sites historiques comme la place Bagnol à Porte-Novo, l'Étoile Rouge à Cotonou ou le temple des Pitons à Ouida. Ces temples qui enrichissent le patrimoine culturel du Bénin mais qui ne sont pas suffisamment valorisés. Que faire donc pour leur valorisation? On en parle dans un instant. Et enfin, le paradoxe de l'égalité des chances s'accentue au quotidien. L'égalité des chances qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus des caractéristiques ethniques, religieuses ou sociales. Un concept qui peine encore à se réaliser au Bénin. Pour tout savoir, 19h45. Ulvaeus Balogun, nous avons atteint. On vous retrouve donc à 19h45. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau peut s'installer. Nature et bien-être.
Voilà, Nature et Bien-être ce soir s'intéresse justement aux premières contributions déterminées au niveau national. Ici au Bénin, on en parle avec notre expert, mais avant de le recevoir, on suit ceci. Voilà, on le disait donc, on l'a tous vu hein, dans cette petite vidéo, 4,3 millions de morts chaque année à cause de la pollution de l'air. Cela justifie certainement l'engagement du Bénin pour l'amélioration de son climat. Merci d'être avec nous. Je vous présente notre invité. Il s'agit de Wilfried Mongazi. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordonnateur des CDN, contribution déterminée au niveau national au Bénin. Et donc, vous êtes au ministère du cadre de vie et développement durable. Et du développement durable. Donc avec vous ce soir, on s'intéresse justement à ces contributions déterminées au niveau national. Ma première question, pourquoi nous en sommes aux premières jusque-là? Merci beaucoup, madame. En fait, dans les accords déjà signés à Paris, que dès que vous signez l'accord, vous ratifiez l'accord de Paris, le premier document que vous déposez au moment des instruments, donc c'est ça qui est appelé première contribution déterminée au niveau national. D'accord. Mais avant qu'on y arrive, il faut faire un clin d'œil. Il y a eu d'abord les contributions prévues déterminées au niveau national, en fait, qui a présenté une situation globale par rapport au problème global aujourd'hui du rejet des émissions des gaz à effet de serre donc dans l'atmosphère. D'accord. Qui, à un moment donné, ces émissions, le taux est devenu très inquiétant et la communauté internationale, donc, d'une part, déjà en 92, s'est réunie et à Rio de Janeiro pour adopter donc la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Oui. C'est important donc d'apporter cette précision. Parce oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Mongazi, mais Nature et Bien-être a l'habitude de revenir justement. On nous parle de l'accord de Rio de Janeiro, de l'accord de Paris, tout ça, on connaît déjà. Ce qu'on veut savoir, c'est comprendre un peu, hein, le Bénin a communiqué sa première CDN au secrétariat justement de la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, mais dites-nous un peu sous quel statut cela s'est fait. Alors, merci beaucoup, madame. Et les contributions déterminées, la première contribution déterminée au niveau national du Bénin a été élaborée et sur la base de l'approche bottom-up. En fait, et sur la base déjà des communications nationales. C'est un document qui est élaboré tous les 4 ans. Et ça, c'est une exigence donc, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour présenter quelle est donc la trajectoire, le niveau donc d'émission des gaz à effet de serre pour les pays partis, en fait les pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est tous les 4 ans. D'accord. Bon, mais tous les 2 ans, il y a un document qui est élaboré, qu'on appelle le rapport biennal actualisé, qui vient corriger tant s'il y avait des erreurs au niveau donc des communications nationales. Le Bénin est actuellement à la 3e communication nationale, en fait, qui présente déjà l'ensemble donc des domaines, des secteurs contributeurs donc des gaz à effet de serre. C'est sur cette base que donc les contributions déterminées au niveau national ont été élaborées, déjà identifiées, les secteurs qui contribuent, les différents gaz à effet de serre, en fait, qui sont pris en charge. Et sur cette base, le Bénin a élaboré ces documents, secteur par secteur. Secteur par secteur. Parlons à présent de l'air. Puisque c'est ce qui nous réunit ce soir. Quel est l'état de l'air ici au Bénin?
Merci beaucoup, madame. Il faut noter que la qualité de l'air est altérée et suffisamment parce que je parlais tantôt de la troisième communication nationale sur les changements climatiques qui a fait état, en fait, de l'état aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre. On constate, quand on prend par exemple la référence en 2012, les études qui ont été réalisées ont montré que le Bénin était un grand puits de carbone. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on arrive à identifier? Lorsqu'on fait le bilan des émissions, on prend la référence par exemple, on écarte le secteur de la foresterie. Et vous voyez l'ensemble des autres secteurs qui émettent les émissions de gaz à effet de serre. Quand vous faites le point, on était en 2012 autour de 14 gigatonnes et mégatonnes équivalent de gaz et de CO2 qui est émis, donc libéré. Mais lorsqu'on met à côté le bilan donc de l'absorption que représentent donc nos forêts, on était environ à 50. Vous voyez, quand vous faites la part des choses, vous faites 50 moins les 14, on est autour de 36. Ça veut dire que tout ce qui a été émis en son temps, les 14 ont été piégés donc par nos forêts. Le Bénin était là, donc un puits. Donc il y avait quand même l'ensemble des émissions, cette pollution a été donc séquestrée par nos forêts. Mais aujourd'hui, c'est que les tendances ont été inversées. Il se fait que depuis 2015, le bilan qui a été élaboré dans le cadre donc, de la troisième communication nous montre qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus donc un puits, mais nous sommes désormais une source. Ça veut dire que le Bénin émet beaucoup plus, séquestre peu. Et ça interpelle quand même. D'accord, ce qui est sûr, hein, pendant longtemps, nous avons dormi sur nos lauriers en ce qui concerne l'émission des gaz à effet de serre. On avait l'impression de ne pas être trop concerné par la chose, mais aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer la donne? Comprendre déjà l'origine. Quelle est l'origine? Bon, en fait, est-ce que, de votre côté, vous pensez qu'on dort sur nos lauriers? Je ne pense pas. Et je crois que les différents gouvernements qui se sont succédés quand même ont fait beaucoup dans le cadre aujourd'hui de la lutte globalement contre les changements climatiques. Et plus particulièrement, comment attaquer, d'une part, l'impact, les conséquences donc, des changements climatiques, et d'autre part, de l'autre côté, comment agir sur donc, les causes. D'accord, là on est dans l'atténuation et dans l'adaptation. L'adaptation, voilà, vous avez bien compris. Donc les gouvernants successifs ont travaillé beaucoup plus, d'une part, à s'adapter, comment faire face aujourd'hui aux effets néfastes des changements climatiques, et en touchant, en réduisant beaucoup plus la vulnérabilité et augmenter la résilience des communautés, d'une part, et d'autre part, en agissant directement sur les causes, c'est-à-dire la source de ces émissions. Donc, c'est ça qu'on appelle dans la stratégie d'atténuation. D'accord. Mais avant tout, rassurez-nous, hein, nous sommes très loin des gros pollueurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est comme vous brûlez une paille d'un côté et que vous brûlez la poutre de l'autre. C'est vrai, vous n'aurez pas les mêmes pollutions à la fin. Le Bénin... Mais il y a pollution quand même. Il y a pollution parce que nous sommes aujourd'hui devenus sourds, ça doit quand même interpeller. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement de talent, depuis l'avènement, a pris quand même des décisions pour réglementer davantage l'exploitation, la commercialisation donc, des produits forestiers. Oui, parce que c'est essentiel les forêts pour contenir le carbone. Tout à fait, je crois. Très bien. En fait tout est là. Parce que quand vous émettez aujourd'hui la solution par rapport à il faut séquestrer. Si vous n'avez pas des puits pour séquestrer les émissions que nous émettons, c'est la situation dans laquelle et aujourd'hui, mais quand même, beaucoup de choses quand même se font. Donc la solution pour vous, c'est déjà ça, hein? Une reforestation, je vais y arriver. Oui, tout à fait. Ce n'est pas que la reforestation. En fait, quand vous prenez globalement la question d'atténuation, c'est vrai, vous avez aujourd'hui, il faut reboiser suffisamment, mais ce n'est pas tout. Il y a la question de l'énergie. Nos bonnes dames aujourd'hui qui préparent avec du fagot, de bois, vous voyez, il y a la question d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, par rapport à nos bonnes dames, il faut aller quand même à des énergies beaucoup plus efficaces, qui émettent moins, par exemple, des gaz à effet de serre. Dites-vous, c'est vrai, l'accent est mis globalement sur les gaz à effet de serre, mais plus particulièrement, vous savez, il y a des polluants à courte durée de vie qui ont un impact quand même sur le climat. Et là, je prends le black carbone, avec l'émission des moteurs diesel.
D'accord. Nos femmes qui Mais filment là, déjà, on le se charbon. rend compte qu'il y a souvent des agents des forces de l'ordre qui sont sur la voie de temps en temps pour contrôler un peu. Ouais, ben, c'est là il faut contrôler, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est là le problème. Et c'est ce que le ministère de l'Environnement a compris depuis lors. C'est limiter l'entrée. La répression, il y a la réglementation par rapport à l'importation des véhicules. Bon, il y a le contrôle, réglage de façon périodique. Il y a le ministère de l'Environnement quand même qui intensifie la sensibilisation, qui va pour les contrôles, pour appeler l'attention des usagers, que ce soit gros porteurs ou petits porteurs, pour dire, bon, vous êtes dans les normes ou pas. Il y a des garages qui sont agréés, qui travaillent quand même à réduire, tant soit peu, les émissions donc, des gaz à effet de serre. D'accord. Maintenant, parlons un peu des engagements collectifs et individuels des États en ce qui concerne justement ces CDN-là. Bon, voilà, moi je crois, et toute la question, vous savez, en 2015, à l'accord, à la COP 21, et qui a fait quand même écho de par le monde à Paris, c'est une première, vous voyez, près de 195, vous voyez, États qui se sont quand même pu se retrouver autour des questions des changements climatiques. C'est pour la première fois. Pour adopter un accord, 150 chefs d'État, de gouvernement, qui ont pu faire ce déplacement-là. C'est inédit. Et pour une première fois, il y a un engagement collectif et individuel. Quand on parle de collectif, c'est-à-dire on s'est donné des objectifs d'ici 2050. Et l'accord de Paris a invité les États, ceux qui ont quand même, les États partis, d'ici l'horizon 2050, il faut donc élaborer une stratégie de développement à faible émission de carbone et résilient au changement climatique. D'accord. Alors, c'est-à-dire, le temps, si vous permettez, on me fait de grands signes là, on aimerait certainement vous revoir encore sur le sujet, mais mon petit mot, c'est que 2050 est loin, mais en attendant, est-ce qu'on est déjà vers l'atteinte de cet objectif-là? oui, tout à fait, parce que à l'issue de l'accord de Paris, le Bénin a pris un engagement avec les conditions déterminées au niveau national de réduire ses émissions de 14. Vous pouvez donc dire sur ce plateau que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie de réduire ses émissions de 14. Voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Pour les détails, on vous aura encore une autre fois. Mais c'est vrai, d'avoir été avec nous. Pour aller dans les détails. Oui, ce serait l'occasion pour expliquer davantage le contenu des CDN, parce que c'est un document important. Merci beaucoup. Qui engage le Bénin. Merci. Merci aussi à vous, et le temps est passé très vite. Très vite. Donc, c'était Wilfried Amongazi. Vous êtes le coordonnateur des CDN ici au Bénin. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Nous passons à présent à un autre plateau. Vous le savez, hein, le vendredi se conjugue toujours avec la culture. Et c'est tout de suite avec Jennifer Sachivier, son invitée. Alors ce soir, on revient encore sur le 6e art, les arts de la scène. Ce soir, on parle du théâtre. C'est tout juste après avoir suivi ceci. Le théâtre, un genre artistique assez prisé des Béninois, plusieurs œuvres émergent dans le secteur depuis des années. On note un attachement des spectateurs béninois à une variété de théâtres qui retrace le quotidien, mais qui ne tient pas toujours compte des règles qui régissent le métier. Ce type de théâtre est qualifié à tort de théâtre populaire. Moi, quand aujourd'hui on allie le théâtre populaire à un théâtre de basse qualité, moi ça me chiffonne un peu. Ce théâtre aborde les sujets qui intéressent le public béninois, mais n'utilise pas toujours les codes universels qui nous permettront de mettre en exergue ce théâtre. Le théâtre populaire, c'est ce théâtre-là qui est fait par des acteurs qui tiennent compte dans leur démarche, dans leur approche, des sujets qui intéressent le peuple, le public auquel il est adressé. Le caractère populaire d'un théâtre se situe dans la démarche. Un théâtre populaire, ce n'est pas un genre, les genres existent, comme la tragédie, le vaudeville, etc. Faire du théâtre implique donc le respect de certaines normes. Les professionnels en tiennent compte dans leurs œuvres, mais le public béninois ne s'y retrouve pas toujours. On n'avait pas vraiment la notion de créer pour sa population. On créait parce que voilà, on devait aller jouer sur des festivals à l'étranger et tout. Nous avons commencé à apprendre le théâtre pour aller servir l'Europe. Je l'ai fait pendant des années. J'ai commencé ma révolution, ça fait pas longtemps. Afin de corriger le tir, certaines actions sont essentielles. Parler un langage simple, qui est accessible à tout le monde. Donc, dans cette démarche-là, déjà au niveau de l'écriture dramatique,
l'auteur dramatique doit déjà se dire « je m'adresse à un public large ». Si le théâtre béninois parle des choses qui intéressent le public béninois, forcément le public béninois va réapprendre à aller au théâtre. Et je crois que c'est la plus grande urgence aujourd'hui. Parce que celui qui vient au théâtre, c'est souvent quoi? Il te dit, parle de toi, mais en parlant de toi, parle de moi. Susciter l'intérêt du public tout en lui offrant des œuvres de qualité est indispensable pour la promotion du théâtre béninois. Voilà, on ne parlera pas ce soir de théâtre populaire ou théâtre classique. Ce qui est sûr, peu importe quel genre de théâtre vous choisissez, il faut se faire former. C'est ce que nous dit Jennifer Sativi sur ce plateau. Jennifer, merci pour le sujet. Merci d'être avec nous. Merci Agnès de nous avoir reçus. Bonsoir. Vous élevez le degré de prestance et de beauté sur ce plateau. Ouais. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, vous avez le chic pour nous le ramener sur ce plateau. Eric Hector Roumpoué, bonsoir. Bonsoir. Je préfère le dire doucement. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Donc, ça fait du théâtre. C'est sûr, hein, j'aime bien faire le théâtre avec vous, c'est toujours bon. Et comme vous le dites, il faut se faire former. Je me fais former comment, Jennifer? Oui, se faire former justement parce qu'on s'est rendu compte à travers l'élément qu'on vient de suivre que le niveau du théâtre au Bénin, ce n'est pas toujours ça. Donc, ils sont revenus là-dessus. Il faut connaître certains rudiments. Donc, c'est ce qu'apporte la formation. Et c'est pour ça qu'on est avec Eric Hector Roumpoué sur ce plateau. D'accord. La première question, c'est de savoir si Eric Hector Roumpoué s'est fait former à l'école. Oui et non. D'accord. Oui, parce que c'est après. Non, pas du tout. Oui, parce que déjà, l'école au Bénin avait ouvert un espace, la coopérative scolaire, pour l'initiation aux arts. Donc, des gens ont dû faire ça. Sinon, le Bénin n'avait pas d'école, de façon formelle, pour la formation en matière de théâtre. D'accord. Il y avait une première étape où c'était, il faut le rappeler, des troupes qui sont considérées comme des incubateurs de formation, de grandes troupes, les cerveaux noirs, il faut toujours le rappeler, Zamara, la Tirade, un certain nombre de troupes, le Classique extérieur Panlinga, qui, parce que troupes recevant des jeunes, les initiaient, les formaient, on quittait donc l'étape de l'initiation pour la formation et les mettait dans le jeu. C'est aussi une façon de se faire former. Absolument. C'était nécessaire. Vous avez, le plateau est à vous. Oui, parce que justement, ceux qu'on a comme comédiens professionnels pour la plupart au Bénin, si on doit se référer à ce que vous dites, c'est qu'au départ, ils s'étaient fait former avant, donc ils n'ont pas suivi des écoles. Ce sont ces troupes qui les ont formés. Absolument. Ce sont ces troupes qui étaient disponibles et qui les recevaient et qui leur donnaient les rudiments pour l'ensemble. Je dois préciser aussi l'ensemble artistique et culturel des étudiants, qui dès 1977 est devenu aussi presque une école. Voilà, vous voyez. Et donc la plupart de ceux qui officient aujourd'hui ont pris par ces canaux-là. On dit se former sur le tas, tout ce qu'on veut. Maintenant, on dit se former par la pratique. Et c'est cela. Après, bien évidemment, avec l'avènement en 90 de renouveau démocratique, les idées ont évolué et progressivement, on est arrivé déjà, avec l'aide du Fonds des Arts à la Culture, à financer des projets de courte formation, soit hors du pays, durée réduite, ou bien des moments, des ateliers de formation que portaient les structures fêtières en la matière. Oui. Puis maintenant, depuis les années 2000, des écoles, disons plus ou moins modernes. D'accord, plus ou moins modernes. Oui. J'aime bien le jeu de mots, plus ou moins modernes. Nous avons ces écoles en bonne et due forme. Donc, qu'est-ce que ces écoles ont, par exemple, que ceux qui se sont déjà fait former sur le tas ou dans les formations à courte durée n'ont pas? Peut-être la discipline et la capacité à l'organisation. Pourquoi peut-être? Oui, vous pouvez être formé hors de l'école et avoir de la discipline, mais l'école, prioritairement, apporte de la discipline, du management, de l'autodiscipline, et puis les rudiments pour mieux porter son talent. Je précise, on est en art. En art, il ne faut pas se tromper. L'école ne crie pas votre talent. Oui.
Mais elle est là, elle vous accueille, elle vous donne les instruments pour discipliner ce talent et lui donner plus de chances d'expressivité. Et c'est ça qui fait de vous un professionnel. D'accord. Voilà. Donc, à la base, il faut être artiste dans l'âme avant de... Il faut avoir un don, il faut avoir un talent. Okay. Hein, et il faut passer par quelques exercices et se rendre compte quand même qu'on a quelque chose, ou du moins que les gens nous retournent en regard. D'accord, mais de vous à moi, Eric Hector, dites-moi un peu, quand on voit un acteur du théâtre qui a été formé à l'école et qui n'a pas été formé à l'école, est-ce qu'on peut, à vue d'œil déjà, le dire, lui, il a quelque chose de plus? C'est pas évident a priori. En fait, ce n'est pas parce que tu es formé dans une école que tu vas être plus brillant qu'eux. D'accord. C'est ta capacité à intégrer les rudiments enseignés. Et donc, celui qui a fait dans les pratiques, peut, s'il prend une grande conscience, devenir meilleur que l'autre. Mais cela dit, l'école a toujours un plus. Ça vous donne la capacité de mieux organiser votre vie professionnelle. Ok, donc que vous soyez brillant ou pas, c'est recommandé. Oui, c'est nécessaire. Et il est bien que ceux qui n'ont pas fait les écoles, mais qui ont un talent avéré, trouvent un temps pour aller dans ces écoles. Ceux qui sont déjà dans le secteur. Mais bien sûr. Et les écoles aiment bien ça. Encore qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ah, bien évidemment qu'il n'y a pas d'âge. On peut apprendre à tout âge. À tout âge, et surtout dans ces milieux professionnels, et maintenant que les valorisations d'acquis sont un espace ouvert, c'est-à-dire que de plus en plus d'écoles dans le monde sont ouvertes à vous recevoir, à lire votre CV, à étudier, à voir le parcours que vous avez fait et à déterminer que vous n'allez plus commencer par les b.a.-ba, que vous avez déjà un niveau que vous allez poursuivre pour aller plus. Donc vous, par exemple, vous seriez prête à retourner à l'école? Si c'était à refaire. Non, c'est pourquoi je précise si c'était à refaire. Oui, j'y suis retourné, surtout pour le management, parce que dans les écoles, il y a deux types. Hein. Certes, le type artistique de formation, mais le type management, c'est-à-dire savoir gérer la carrière des artistes, savoir gérer tout ce qui est autour, pour permettre à l'artiste, lui, de se concentrer sur ce qui est créatif et de ne faire que ça pour être performant. D'accord. Est-ce que nos écoles au Bénin ont les rudiments nécessaires pour faire sortir des comédiens, je dirais, avérés, bien prêts pour le travail? À la sortie de leur école déjà, est-ce qu'ils sont opérationnels? Mais bien évidemment. Il y a quand même des écoles, vous en voyez. Je veux citer des noms d'artistes qui sont sortis de ces écoles, hein, et on ne va pas faire la fine bouche. D'abord, aujourd'hui, si on voit du côté de l'État, il y a l'INMAC, l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. C'est à l'université. Mais avant, il y a l'EITB, l'École internationale de théâtre du Bénin, la Loubindine, et qui a pratiquement formé pour ceux qui ont été formés sur place. Hein, toutes ces il y a d'autres. Hein, on va éviter de citer. Voilà. Et donc, j'avoue, ces écoles ont les moyens, se sont donné les moyens de pouvoir bien former et de permettre à ce que l'artiste, s'il est doué, soit performant. D'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Juste la formation théorique ou la formation à l'école? Attendez, dans les écoles dont je parle, ce n'est pas uniquement la formation théorique. Et justement, c'est le côté pratique qui est important. Près de 80 à 90% du temps de formation sont consacrés à la pratique dans ces écoles-là. Et donc, c'est important de le savoir. Et on ne peut pas sortir de ces écoles et ne pas être capable de bien faire. À moins qu'à la base, l'on n'ait pas les prédispositions. Je le dis parce que de plus en plus, j'entends des jeunes qui, après le bac, disent « je veux aller faire ça ». Oui, à condition que, pour moi, que vous ayez fait des expériences qui vous aient révélé qu'il y a une certaine prédisposition. Mais ces écoles gagneraient donc déjà, si vous permettez, ces écoles donc gagneraient déjà à montrer à leurs futurs étudiants si c'est bon pour eux vraiment ce métier qu'ils veulent embrasser. Est-ce que c'est possible de les aider à savoir si effectivement ils ont la chose, comme vous le dites? Souvent la première année va vous aider à comprendre si vous restez ou pas. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où quand les parents commencent par payer, on veut que vous alliez au bout. Oui. Et quand en cours vous vous rendez compte que vous n'êtes pas fait pour ça, et ça fait que finalement,
c'est pas propre au Bénin, c'est universel. 6 sur 1000, enfin sur 1000 entrant dans une école, je ne suis pas si sûr si 100 deviennent artistes. Non, c'est comme ça ce métier, ça devient sélectif, mais vous devenez enseignant de théâtre, vous devenez journaliste, vous devenez critique d'art. Il y a des métiers connexes qui vous récupèrent quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas la chose. Donc, voilà, donc la passion ne suffit pas. La passion ne suffit pas. Aussi, voilà, une certaine parce qu'il y a une partie technique. Il y a des éléments techniques qu'il faut aller apprendre pour soutenir sa passion. Sinon, elle se souffle. Ouais. Merci. C'est toujours bon quand on vous voit aller dans ce domaine-là. J'aime bien venir. C'est sa beauté qui m'attire. D'accord. Donc, j'espère que vous reviendrez encore. Il y a une autre beauté qui va s'installer ce soir. Notre salon de beauté sur le grand rendez-vous, animé de main de maître par Fulgencia Routendi. C'est dans un instant, tout juste après ceci. Beauté au pluriel parle ce soir d'épilation. Oui, mesdames, je vous vois, faites grrr, oui, on sait, ça fait un peu mal, mais d'autres vous diront que c'est bon, c'est beau. Quelles sont les meilleures techniques? On vous dit tout après avoir suivi ce reportage. C'est Iris Adikin. Aujourd'hui, nous allons voir l'épilation à la cire, comment ça se passe. Pour commencer, je prends mon désinfectant et puis je me désinfecte les mains. Voilà. Après ça, je prends une lingette démaquillant et puis je désinfecte la partie que je veux épiler, la partie à épiler. On applique le talc, histoire de matifier la partie. Ensuite, nous allons prendre l'eau. Voilà. Je vais prendre le temps de le frotter légèrement, histoire que ça se réchauffe. Voilà, je pense que c'est comme ça. Maintenant, je l'ouvre. Je le prends et puis je l'applique sur la partie à épiler. Je frotte légèrement. Je frotte pendant 1 à 2 minutes comme ça. En enlevant, on prend toujours le soin de le tirer dans le sens inverse de la pousse des poils. Maintenant, nous allons nettoyer les traces de la cire. Moi, j'aime le faire parce que j'ai trop de poids sur le corps. Raison pour laquelle je fais ça de temps en temps. Dans un mois, je peux faire ça 1 fois comme ça. Et après, ça pousse encore, je refais ça. Voilà, nous sommes à la fin de notre épilation à la cire. À la prochaine. Épilation à la cire, here we are. Nous sommes là. Voilà, Fulgencia Routendi, ce soir, vous avez choisi de parler d'épilation. L'épilation, oui. C'est vrai, on ne s'entend pas sur le fait de s'épiler ou pas. Mais on a une esthéticienne ici sur le plateau. Elle répond au nom de Otalia Nobre. Elle va nous donner des astuces et les bonnes pratiques pour y arriver. Surtout sans douleur, hein. Précisons. Sans Il faut douleur. le dire. Parce que là, moi j'étais sur le terrain et puis la dame s'est sentie un peu mal. Mais bon, D'accord, mais mais la beauté à tout prix, là. Voilà. non, c'est pas ça. Il paraît que pour souffrir, c'est-à-dire pour être belle, il faut souffrir un peu. Un peu seulement. Que nous dit l'esthéticienne? Pour être belle, il faut souffrir un peu.
D'accord. Alors, dites, l'épilation aujourd'hui est-elle une nécessité? Non, ce n'est pas nécessaire. Mais pour règle d'hygiène, il faut quand même trimer quand c'est beaucoup. Au niveau des aisselles ou du maillot, quand c'est trop. Après, il y a des odeurs. Donc, trimer, c'est tailler, enlever ce qui déborde et tout. Pour faire un peu propre, en fait. Oh oui. Alors, quelles sont les parties du corps qu'on doit épiler? Ok. On a le maillot. Le maillot, c'est la partie intime. Oui, Oui. Voilà. Les aisselles, le bras, la jambe et le torse et le dos. Pour les hommes. D'accord, le torse et le dos pour les hommes. Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a des hommes qui ont un peu de poils surtout sur au le niveau dos. du torse. D'accord, on va y aller un peu plus fort pour que tout le monde puisse nous entendre et partager avec nous toutes ces astuces-là. On en était donc aux hommes, hein, qui doivent forcément se faire épiler et le dos et le torse. Pas forcément. Bon, s'ils veulent. Mais C'est vrai qu'il y a des femmes qui préfèrent ça comme ça. Oui. Ouais. Les hommes avec... Ouais, il paraît que c'est plus C'est viril. sexy, c'est ça? Je ne sais pas pour vous, hein, mesdames et messieurs, c'est ce qui se dit. Donc, on en revient à l'épilation. Quelle est la bonne technique? Voilà, j'en venais aussi. Hein. Est-ce que la technique, elle est la même lorsqu'on est au niveau des aisselles qu'au niveau du maillot? Non, elle n'est pas la même parce que le maillot est beaucoup plus sensible. Le maillot est beaucoup plus sensible que les aisselles. Maintenant, au niveau du maillot, c'est impossible. On ne peut pas utiliser le rasoir. C'est vraiment pas conseillé. Maintenant, même si le rasoir n'est pas conseillé, au niveau des aisselles, on peut se le permettre de temps en temps. Mais pour le maillot, la cire est beaucoup plus conseillée. Oui, mais vous faites quoi de la crème épilatoire? C'est ce que tout le monde prend, oui, la plupart du temps. C'est faisable, mais on parle quand même de la partie intime. Donc, il faudrait quand même faire attention. À la crème. Pas faire, oui. C'est ça. Donc, il faut faire attention aux ingrédients ou carrément, vous préconisez beaucoup plus la cire? Je préfère la cire. Mais il y a différents types de cire, hein, parce que... Oui. Il y a la cire jetable, il y a la cire avec bande, il y a la cire qu'on peut recycler et tout ça. Et ce qu'on a vu dans l'élément témoin, c'était cire à la bande. Avec bande froide. Avec bande. Oui. Alors moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que tout le monde peut s'épiler? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'adapter à son type de peau avant d'aller se faire épiler? Ok. Tout le monde peut se faire épiler. Parce que là, maintenant, on a des cires pour peau fragile, peau sèche et tout ça. Donc, tout le monde peut se faire épiler. Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, quand il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la douleur, là, on peut opter pour la crème dépilatoire. Donc, on peut s'épiler aujourd'hui sans douleur? Oui, avec la crème dépilatoire. Ah là, c'est beaucoup plus facile. Oui. Oui, mais pour la crème, je me demande toujours, hein, il y a des femmes, même au niveau de l'intimité, qu'ils font elles-mêmes. Est-ce que c'est quand même pas un peu risqué? Parce que quand vous ne voyez pas toujours bien, quand c'est vous-même qui vous le faites, mais quand quelqu'un d'autre vous le fait, c'est peut-être un peu plus sain ou bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut juste savoir comment appliquer, hein. C'est tout. Sinon, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Chacun peut se faire oui, soi-même dans sa toilette. Oui, bien sûr. Oui, je vais vous poser une question gênante. Hein. Ça, c'est de vous à moi en tant qu'esthéticienne. C'est pas bizarre de mettre de la cire sur l'intimité des femmes et de le arracher? Mais puisque les femmes, je pense que ça ne dérange pas. Non, mais je dis, est-ce qu'elles ne partagent pas parfois cette petite douleur-là avec ces femmes? C'était ça la question. Bon, c'est le métier, donc je mets ça de côté. Et vous faites ce que vous avez à faire, comme on le dit. Alors, quelle est la technique la plus répandue ou bien la plus facile aujourd'hui? Bon, pour dire vrai, c'est le rasoir. Tout le monde utilise le rasoir. Après ça, on a la crème dépilatoire. Et après, la cire. Mais la cire est la meilleure, toujours. D'accord. La meilleure, mais il faut dire que ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est meilleur. Le rasoir, ça peut donner des irritations, on peut se blesser, tout ça. Des boutons, tout ça, tout ça. La crème dépilatoire, ça sent un peu fort, donc personne ne supporte pas. Maintenant, la cire, ça fait mal, mais pour pousser les poils poussent à partir de 2 semaines, 2 à 3 semaines. Alors et ça pousse droit. Le lendemain, voilà. N'est-ce pas? Ça pousse droit, non? Ça pousse bien, on m'a demandé si j'avais une équerre pour mesurer, mais dites-moi, esthéticienne, est-ce qu'on a besoin d'une équerre pour mesurer si ça pousse droit? Bien sûr que non. D'accord. Alors, il faut dire que s'épiler aujourd'hui, ce n'est pas de nos jours. Ça se faisait avant, nos grands-parents pratiquaient aussi l'épilation. Si. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça se faisait depuis, mais il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, les cires recyclables et tout ça, il n'y en avait pas. Mais la cire, ça existe depuis des lustres. C'est peut-être la façon de le faire qui a changé.
la façon de le faire a changé. C'était beaucoup plus la cassonade avant, le sucre, le miel et tout ça. Le sucre, le miel. Justement, il y a des personnes qui optent pour le propre cire, c'est-à-dire avec des mélanges maison, leur propre senteur. Est-ce que ça permet d'atténuer la douleur ou bien c'est juste d'un point de vue plaisir ou goût? C'est tout. La douleur est la même? Oui. D'accord. Alors, on a parlé des produits, hein, crème dépilatoire, la cire et tout. Est-ce que ça n'a pas d'inconvénient sur la peau? Non? Non, juste faut prendre des précautions. La cire, par exemple, il faut savoir arracher dans le bon sens. Si vous arrachez dans le mauvais sens, vous enlevez... Il y a une partie sur la peau, une partie de l'épiderme en fait. Et ça se voit sur la bonne. Je n'ai pas compris. Vous partez avec une partie de la peau? Voilà. Vous arrachez la peau? Quand c'est mal fait. Ah, d'accord. Donc, ça peut arriver? Ça peut arriver. Waouh. Alors, donnez-nous... Mais c'est très risqué ce que vous faites là. Non, non, non. Donnez-nous juste des astuces pour y arriver. Pour y arriver. D'abord, il faut savoir bien désinfecter la peau. Si c'est le rasoir, on désinfecte le rasoir. Maintenant, pour le rasoir, il faut utiliser une mousse. Ça se vend un peu partout en pharmacie. Mais dans le cas où on n'a pas de mousse, on peut prendre un gel douche et mouiller un peu. Ensuite, on rase. Maintenant, après ça, il faut se gommer pour éviter les boutons et tout et tout. Maintenant, par rapport à la cire... Il faut se gommer la peau, c'est ça? Oui, la partie. La partie. Voilà. La partie à épiler. Oui. Après l'épilation. Oui. Et on hydrate. D'accord. Maintenant, quand c'est la cire, beaucoup de gens ont peur, ça fait mal, ça fait mal. Avant de commencer, vous voyez la cliente qui transpire. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre du talc d'abord. Sinon, ça ne prend pas le poil en fait. D'accord. Donc après, il faut hydrater encore. C'est pour ça qu'il y a l'huile post-épilatoire. D'accord. Alors, il faut aller l'acheter aussi ou bien après avoir fait l'épilation, vous donnez ça à la cliente? Non, c'est dans un kit en fait. Okay. Le soin est complet. Oui, c'est dans un kit. Sinon, il y a le beurre de karité qu'on peut mettre après. Ça hydrate et puis... Ce qui est sur le beurre de karité, il est très facile d'accès. Ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils qu'on utilise souvent à part les pinces et les rasoirs? Oui, on a le fil qu'on utilisait avant. Chez les Indiens, c'est là-bas on voit ça. C'est un fil en fait qu'on enroule le poil avec et on arrache. J'ai pas compris. Ça doit être... J'ai vraiment pas compris. J'étais pas prête pour ça. Oui. Le fil qu'on court avec. Simplement, oui. Voilà. On attrape le poil, on attrape et puis on arrache. Ah d'accord. Donc, ça c'est un peu douloureux. Un peu? Oui, vous dites? Juste un peu. Mais ça fait pas mal. Je veux bien vous y voir. Et il faut aller la prendre en train de se faire épiler avec le fil. Ça prend combien de temps avant de stimuler la repousse? Oh, c'est la même chose. C'est la même Parce chose. que ça s'enlève avec le bulbe. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. Mais ça prend plus de temps pour oui, une épilation comme ça. Beaucoup de temps. Oui, il faut y aller poil par poil. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et quand c'est chez... Voilà, d'accord, on ne va pas entrer dans les détails. Ça ne doit pas être évident. Alors, pour s'épiler, il faut attendre combien de mois, par exemple? Pas combien de mois. Ça dépend de la personne. Oui, ça dépend de la personne. Et ça dépend du moyen que vous avez utilisé. D'accord. Alors, le temps qui nous était parti est terminé. Moi, j'aimerais déjà savoir. Souvent, on dit qu'après s'être épilé, que ce soit à la cire, peu importe le moyen utilisé, surtout au niveau des aisselles, il faut éviter l'utilisation de déodorants, de parfums et tout ça sur la zone. Est-ce que c'est vrai? Non. Quand c'est mal fait, c'est normal que ça pique. Oui. Maintenant, c'est à ça que sert l'huile post-épilatoire. Pour éviter tous les picotements et tout. Donc, il n'y a pas de problème. Plus besoin, plus d'inquiétude. Merci à vous, Otalia Nobre. Avec vous, on a parlé d'épilation sur ce plateau. Fulgencia Routondi, notre salon de beauté est fermé. Ah oui, c'est fermé. C'est l'heure de fermeture. On revient le mardi prochain pour d'autres astuces. Toujours avec le même plaisir. L'heure du journal est sacrée. Nous allons rejoindre Ulvaïs Balogun. C'est tout juste après ceci. Bienvenue au journal du soir. Madame, monsieur, bonsoir. Voici le sommaire.
La CEDEAO veut adopter un plan d'action pour rapatrier les biens culturels africains détenus à l'étranger. Les États membres se sont réunis à Cotonou pour valider un plan d'action. La place Bagnol à Porto Novo, l'Étoile Rouge à Cotonou et le Temple des Pitons à Ouida sont quelques sites historiques qui enrichissent le patrimoine culturel du Bénin. Comment faire pour valoriser ces chefs-d'œuvre? Les précisions sont à suivre. Et enfin, le paradoxe de l'égalité des chances. On en parle, ce concept qui voudrait que le statut social des individus ne dépende plus de caractéristiques ethniques, religieuses ou autres. Un courant qui peine encore à se réaliser. Je le disais à l'entame de cette édition, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se dote d'une politique culturelle régionale. Réunie cette semaine à Cotonou pour adopter cet instrument ainsi que son plan d'action, les ministres de la Culture de cet espace ont également passé en revue les bases de la mise en place d'une stratégie pour le retour rapide des biens culturels africains à leur pays d'origine. Jules Akwaekou et Amandine Anyaboussou. Contribuer au développement socio-économique durable et à l'intégration régionale par la promotion de la diversité culturelle et des industries culturelles et créatives, c'est l'objectif que s'est fixé la CEDEAO en se dotant d'un instrument de politique culturelle régionale. Les ministres de la Culture réunis à Cotonou vont adopter cette politique culturelle et son plan d'action. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont adopté en 1987 l'accord culturel cadre, qui était demeuré la seule feuille de route en matière de culture pour tout l'espace au niveau régional. Et cette feuille de route a connu des évolutions, puisque les enjeux de la culture ont évolué. Vous voyez qu'avant, on parlait plus de la contribution de la culture pour le développement social. Maintenant, on parle beaucoup plus du développement, de contribution de la culture pour le développement économique avec l'apparition des industries culturelles et créatives. Donc, il était temps que la CEDEAO réfléchisse, que les ministres réfléchissent et adoptent une nouvelle politique qui tienne compte de ces nouvelles réalités de la culture. La rencontre a permis également au ministre de la Culture de la CEDEAO d'approuver le plan d'action régional 2019-2023 sur le retour des biens culturels africains dans leur pays d'origine. Une commande spéciale des chefs d'État. Lorsque vous rapatriez un bien, il faudrait que vous créez les conditions de son accueil, donc que nous ayons des infrastructures qui puissent accueillir et conserver convenablement ces biens qui sont malheureusement très nombreux. C'est un rapport qui a été fait, qui a été commandité par la France lorsque la question a été soulevée par les chefs d'État. Et ce rapport a énuméré le nombre de biens, qui est un nombre provisoire parce qu'il reste à vérifier dans d'autres espaces s'il n'y a pas de biens qui n'ont pas été pris en compte. Ce rapport déjà énumère un grand nombre de biens par pays qui sont cachés dans les musées internationaux, qui sont cachés dans des réservoirs d'un certain pays. Et donc nous allons utiliser ce rapport pour que de façon unanime, de façon cohérente, les pays de la CEDEAO puissent adopter une démarche et faire rapatrier ces biens pour les conserver dans nos espaces. La contribution du secteur culturel au développement économique est une réalité. Les pays africains doivent investir davantage pour promouvoir leur culture. Au Nigeria, en 2013, l'industrie du divertissement a contribué à 8,2% du PIB. Ça a insufflé et ça a boosté le pays, et en tout cas au niveau du continent, pour garder de façon constante la première place économique au niveau du continent. Vous prenez le Burkina, où une étude réalisée en 2012 a permis de 2,4% du PIB. Au Mali également, une autre étude a été réalisée et c'est dans l'ordre de 2%. Et c'est comme ça dans les autres pays. La culture est le socle de développement et le défi actuel de la CEDEAO reste la formation des acteurs culturels pour une professionnalisation du secteur.
On reste dans le domaine de la culture pour dire que le Bénin dispose de plusieurs monuments qui jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'histoire et dans la valorisation de la culture et du tourisme. Mais malheureusement, ils végètent très souvent dans des conditions précaires, d'où la nécessité de les entretenir, surtout que cela pourrait être gage de nombreuses opportunités touristiques pour le Bénin et pourquoi pas de leur inscription au patrimoine de l'UNESCO. Sites et monuments du Bénin, c'était un reportage signé Louis Koudobo et Baudelaire Kanchedi. Ces patrimoines immatériels sont chargés de symboles. Ici, il s'agit des monuments, places et sites historiques. Ils sont souvent érigés en mémoire d'un héros ou d'une histoire. Les monuments représentent des biens patrimoniaux. Les monuments ici représentent des espaces où on va à la source de notre culture, de notre civilisation. Ils représentent aussi des intrants qu'on peut mettre en valeur à travers des activités comme des activités en rapport avec le tourisme. Vu l'importance de ces biens immatériels dans la vie d'une société, il s'avère nécessaire qu'on leur accorde un soin particulier. Il faut affecter la gestion de ces sites-là à des ressources humaines qualifiées, compétentes. Et quand vous voyez par exemple l'espace Place des Martyrs, vous voyez les statues qui sont en bronze. Voilà, ces statues devaient être entretenues, donc nettoyées de façon périodique, etc. Et donc, cela appelle l'intervention d'un technicien qui sait nettoyer. Voilà. Et aussi, ça appelle aussi la mobilisation de ressources pour pouvoir faire le travail. À Cotonou, on peut énumérer près de 25 sites historiques et monuments, mais aucun d'entre eux n'est inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Quels sont alors les critères d'éligibilité? Il est question de voir quelle est l'importance ou le rôle que ce site ou monument a ou joue dans la culture de la communauté donnée. Quelle est la place que la communauté accorde à ce site ou à ces monuments? Si les monuments et les sites historiques du Bénin sont bien entretenus et intégrés au patrimoine de l'UNESCO, le Bénin en tirerait un bénéfice certain. Lorsqu'un site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial, c'est une ouverture pour drainer suffisamment de touristes. L'UNESCO envoie des experts, des techniciens pour apprécier, assister, rendre plus dynamique toutes les actions qu'on mène pour l'entretien ou la gestion de cet espace ou de ce site. Par période, l'équipe qui gère le site peut soumettre des dossiers d'accompagnement financier et bénéficier de ce soutien de l'UNESCO ou d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur. Vous savez, l'Afrique a un fonds, le Fonds africain de développement du patrimoine, qui est là. Et donc, dès que le projet est validé, ce fonds vient pour renforcer ou accompagner l'initiative. Les sites et les monuments participent à la promotion du patrimoine culturel de par leur diversité. Ils ont ainsi besoin d'une conservation pour retracer le passé aux générations futures. On parle à présent de l'égalité des chances, cette vision de l'égalité qui cherche à faire en sorte que les individus disposent des mêmes chances, des mêmes opportunités de développement social indépendamment de leur origine et de leur sexe. Mais aujourd'hui, l'égalité des chances est un concept aveugle aux inégalités sociales. Comment s'entend l'égalité des chances entre hommes et femmes aujourd'hui et comment peut-on comprendre le paradoxe qui s'observe dans nos sociétés? Réponse avec une femme jeune leader. L'égalité des chances, c'est une vision de l'égalité qui veut que tout individu puisse avoir les mêmes chances et puisse disposer des mêmes opportunités pour pouvoir atteindre des objectifs de façon positive, indépendamment de son origine, que l'origine soit ethnique, que ce soit une question de sexe, que ce soit des moyens financiers, que ce soit une origine liée également au lieu de naissance ou même que cela soit lié à un quelconque handicap. On a besoin que cette personne ou cet individu ait un niveau un peu plus élevé. Maintenant, l'associer à l'homme et la femme, c'est comment faire pour que l'homme et la femme ensemble puissent se retrouver dans les mêmes prédispositions. C'est un combat qui est permanent
Et si on s'amuse à s'endormir, à penser que oui, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de filles qui s'inscrivent à l'université, donc on est en train d'obtenir les résultats. Elles s'inscrivent à l'université, mais si vous observez bien, elles n'arrivent pas à accéder à l'emploi. Elles obtiennent le diplôme, mais nous devenons des vendeurs ou des commerçantes de tel ou de tel. C'est vrai, c'est une passion, c'est un potentiel à développer que de faire du commerce. Mais transformer son diplôme ou prendre son diplôme, mettre le diplôme dans les tiroirs et devenir commerçante de tout, nous en avons un peu partout maintenant. Moi, je crois que c'est déjà une sorte d'inégalité. En nouvelle brève à présent, le gouvernement gambien vient de lancer un programme d'assainissement et d'eau potable qui va permettre d'améliorer les conditions environnementales et socio-économiques des populations rurales et périurbaines en accroissant leur accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires. Pour ce faire, 40 installations solaires off-grid seront installées dans les zones bénéficiant du projet. Elles serviront à l'alimentation des installations de production d'eau domestique. Le gouvernement va également construire 224 installations sanitaires dans les services publics tels que les hôpitaux et les écoles. Au Sénégal à présent, 100 experts bénévoles se sont consacrés à ce travail. Ils veulent mettre à la disposition de leur pays des valeurs et des réformes. L'histoire générale du Sénégal des origines à nos jours est un ouvrage qui raconte donc l'histoire du Sénégal et qui entend permettre de repenser l'enseignement de l'histoire dans le système scolaire et universitaire. Le point avec nos confrères de la RTS. Avec cet accord paraphé, le FONSIS s'engage dans la mobilisation de ressources visant à financer des projets du ministère de la Santé et de l'Action sociale. La digitalisation du système d'information est l'un des points phares. Un grand projet de mise en place d'un dossier médical partagé. Quand on parle de la numérisation du dossier médical, c'est que le Sénégal doit entrer dans l'ère du numérique pour que partout dans le pays, où est-ce que nous pouvons effectivement donc nous soigner, que l'on puisse le faire sur la base d'une information que nous pouvons partager. Ça va faciliter la télémédecine, ça va faciliter l'échange d'informations sur un patient. De cet accord de partenariat, il est aussi attendu la réhabilitation d'infrastructures sanitaires à travers le pays. Il y a le projet de réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec, le projet de réhabilitation de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, le projet donc de reprise et de démarrage de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, mais aussi un projet extrêmement important qu'on fait avec des jeunes médecins dans le cadre bien entendu de leur insertion professionnelle. Donc, et c'est une initiative privée. Il s'agit de travailler avec les jeunes médecins pour mettre en œuvre leur projet et ça permettra d'installer au niveau du Sénégal plusieurs unités médicales privées. Après cet engagement, il est attendu maintenant l'évaluation des besoins qui devront déterminer les coûts. L'objectif pour les deux parties est de faciliter la prise en charge des patients, mais aussi de renforcer l'offre de soins de santé. C'est tout pour l'édition de ce soir. Suivez tout à l'heure la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui met aux prises les Lions du Sénégal et les Fennecs de l'Algérie. Agnès Bello, ce soir, on est Fennecs ou Lions? Uvaïs Balogun, solidarité ouest-africaine oblige, je suis Lion. Encore que j'aime bien les lions. Je ne les aime pas quand ils s'attaquent aux écureuils. Sinon, j'aime bien les lions. Et bien, ce soir, on est tous lions alors. Oui, ce soir, on est tous lions. On est derrière les lions. On soutient notre région. Voilà. Il est temps qu'on ait aussi la coupe ici, de ce côté-ci. Uvaïs Balogun, merci pour cette petite parenthèse. On se retrouve à la rédaction pour suivre ensemble le match. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit en attendant, c'est sûr. Hein, en attendant le match, on poursuit. On reçoit l'espère. C'est tout juste derrière celui-ci. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur ce plateau. On poursuit donc avec l'espère. Ce soir, on parle du Mandela Day avec Barkatou Sabeboun. Bonsoir. Bonsoir. Femme leader. C'est à ce titre que vous êtes avec nous sur ce plateau. Quand on dit Mandela Day tout de suite, pour vous, cela représente quoi?
Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau à nouveau. Mandela Day, pour moi, c'est une journée de célébration du service à la communauté. Et donc, c'est une journée qui a été instituée par l'UNESCO et qui invite chaque citoyen, donc partout dans le monde, à consacrer, ne serait-ce qu'au cours de cette journée, 67 minutes de son temps au service de la communauté. Une activité communautaire et gratuite, évidemment. Justement. Et c'est en mémoire donc, des 67 ans que Mandela a servi son pays, a servi sa communauté, les nombreuses causes qu'il a eu à défendre. Donc, 67 minutes pour 67 ans de causes défendues par Nelson Mandela. Aujourd'hui, quand on parle du Mandela Day, ça va un peu partout dans le monde. Pour vous, est-ce qu'on est toujours dans le message, on est toujours dans l'idée, dans l'esprit même qui a guidé cet homme-là tout au long de sa vie? Il faut dire que c'est pour sauvegarder justement cette idée, cet héritage-là, que cette institution du système des Nations Unies a pensé à cette célébration pour permettre aux jeunes générations que nous représentons et à celles qui viennent après nous, de connaître déjà cette icône-là de l'Afrique, cette icône qui a pu quand même incarner la liberté, qui a pu incarner la justice sociale à travers ses différentes œuvres. Et donc, le fait d'instituer cette journée permet de s'approprier cet héritage et de se mettre donc sur les traces de ce grand homme qu'a été Nelson Mandela. D'accord, des traces qui ne sont pas faciles, hein, c'est-à-dire à laisser passer. Aujourd'hui, on parle de 67 minutes pour servir sa communauté de base, mais pour vous, cela devrait transparaître à quoi? Cela ramène à quoi? Cela amène en fait chacun d'entre nous à aller vers sa communauté en identifiant un axe sur lequel il désire en fait faire progresser sa communauté. Donc, et cela passe par tous les secteurs d'activité ou par tous les domaines de la vie sociale. Le nettoyage, mettre au propre un hôpital, mettre au propre par exemple une prison, aller au chevet des enfants qui sont dans les hôpitaux ou aller apporter un sourire aux prisonniers, aller visiter des orphelins, aller faire des dons, former des jeunes ou organiser des campagnes de sensibilisation sur une thématique ou pour une autre. Tout ce qu'on peut apporter à sa communauté au cours de cette journée, nous concentrons donc l'énergie au cours de cette journée pour que ceux qui n'ont pas habituellement le temps d'aller vers leur communauté aient cette occasion-là de le faire, ne serait-ce qu'une fois dans l'année. D'accord, mais est-ce qu'une journée seule suffit pour cela? Non, cette journée, c'est pour nous rappeler ce que nous devions faire. Et ce qui sera intéressant, c'est qu'après une célébration comme celle que nous avons faite hier, que chaque citoyen puisse avoir à l'esprit la nécessité d'apporter quelque chose à sa communauté. Et c'est le principal message de la célébration. Et donc, chaque citoyen est invité à prendre action au sein de sa communauté, dans son quartier, dans son village, de sorte que périodiquement, donc de façon régulière, qui se donne un temps pour penser aux autres. Nous travaillons, certes, nous avons des programmes super chargés, nous sommes concentrés sur nos petites familles, mais jeter un regard sur la communauté nous permet de voir un peu plus large et de faire progresser la société dans laquelle nous vivons. Vous y croyez, on le sent quand on vous écoute, mais déjà, je me dis, hein, pour vous, ici au Bénin, quand on ramène cette journée à notre situation, est-ce que pour vous, la jeunesse est engagée aussi vers cet idéal-là? Ah oui, et de plus en plus. Au départ, quand on parlait de Mandela Day, ça paraissait une célébration, je vais dire, élitiste. Mais de plus en plus, les jeunes de divers, ou du moins qui ont de diverses conditions sociales, prennent à cœur cette célébration et apportent d'une façon ou d'une autre leur pierre à l'édification d'une société plus juste, plus équitable et tout. Et donc les jeunes, dans les écoles, se saisissent de ce modèle, cherchent à mieux connaître cette icône, cherchent à incarner, ne serait-ce que quelques bribes de l'héritage qu'il a laissé, donc le service à la communauté, la lutte pour la justice sociale et autres. Ils s'en saisissent et ont envie, je ne vais pas dire de limiter, mais de poser des actes qui permettent de rester. Parce que si ce grand homme, on en parle aujourd'hui, après qu'il soit mort, déjà il y a plusieurs années, c'est parce qu'il a eu à marquer l'humanité tout entière et pas seulement l'Afrique du Sud dont il est originaire.
D'accord, j'aime bien quand vous dites que justement ce service à la communauté passe par tous les aspects, mais là vous avez rappelé aussi un aspect qui est très important dans la vie de Nelson Mandela, c'est la lutte pour la justice sociale. Mais quand on parle du Mandela Day, on est beaucoup plus dans le service pour les autres. Est-ce que pour vous, le service pour les autres n'est pas assez englobant? Ça englobe aussi cette lutte, n'est-ce pas? Oui, le service à la communauté englobe la lutte pour la justice sociale. Parce que habituellement dans la société, il y a des cibles qui se sentent exclues de tout ce qui se passe. Et donc, au cours de cette célébration, lorsque des personnes qui ont l'habitude de rester enfermées dans leur bureau ou tout le temps en toge descendent vers la communauté qui habituellement ne les voit qu'à la télé peut-être, quand ils vont te voir venir vers eux pour les sensibiliser sur une question, ah mais tiens, c'est dame, on la voit qu'à la télé, mais aujourd'hui, elle s'est rapprochée de nous. Donc, l'humilité dans le service, on se sent concerné. Et ce sentiment n'a pas d'équivalent en fait. Lorsqu'une personne qui se sent exclue d'un système, d'une façon ou d'une autre, retrouve les personnes qu'elle pensait être inaccessibles dans son milieu, échanger avec elles, passer du temps avec elles, c'est un temps de qualité qu'on ne regrette pas. Donc, partagez avec nous, vous, une très bonne journée de Mandela Day, ce serait faire quoi? Alors, au niveau de l'association pour laquelle je milite, célébrer Mandela Day, il y a quelques années, c'était le Mandela Tree, planter des arbres qu'on a appelé Mandela Tree, mais ensuite de cela, on a eu à faire le nettoyage de la prison civile de Cotonou, du CNHU, toujours à Cotonou. Et pour cette année, nous avons eu à faire plusieurs activités. Il y a eu une activité de lecture, lire pour les enfants, où des jeunes ont fait la lecture pour les enfants, s'assurer que les enfants comprennent ce qu'on leur lit et tout ça, leur donner le goût à la lecture. Mais nous avons également eu à travailler, à faire une séance de coaching avec les jeunes filles et les jeunes garçons en situation d'apprentissage. D'accord. Et c'est extraordinaire de voir l'émulation qu'il y a eu et de voir ces visages rayonner lorsque vous échangez avec eux au plus près de leur réalité et vous leur apportez les conseils, vous partagez vos expériences et ça a été un coaching individuel et donc chacun s'est senti concerné par ce qui se passe. D'accord, mais est-ce que pour vous l'impact il est réel sur ces jeunes-là que vous avez quand même essayé de coacher? Oui, l'impact, il est immédiat, je vais dire. Le résultat, il est immédiat. L'impact, nous allons le mesurer dans le temps. Mais tout de suite, le jeune qui est arrivé, tout recroquevillé sur lui-même, ok, on veut me dire quoi encore? Et qui, à la fin, spontanément dit, je veux dire ce que j'ai reçu au cours de cet échange. Et qui vient devant ses camarades, lui qui a eu du mal à se présenter tout à l'heure, et qui vient devant toute l'assistance dire, avant, voilà ce que je pensais, j'allais en apprentissage sans grands intérêts, mais là, j'ai compris qu'en fait, le métier que j'apprends ne me met pas en marge de la société. Mais au contraire, le métier que j'apprends, je suis un acteur de la société. Je suis un acteur de la société. Et si je le fais bien, je serai complètement indépendant économiquement, financièrement, je serai complètement et j'apporterai ma touche au développement de mon pays, quel que soit le métier que j'exerce, pourvu que je l'exerce avec passion. Beaucoup ont découvert ou ont compris qu'il faut être passionné de ce qu'ils apprennent hier. Et c'est des témoignages que nous avons eus avant de quitter le site où nous étions hier. Oui, mais déjà, on a parfois l'impression que beaucoup pensent qu'il faut avoir beaucoup pour donner. Est-ce qu'on a besoin d'être à un certain niveau de responsabilité pour se sentir concerné par sa communauté? Je vais dire, j'ai l'habitude de dire aux jeunes, si vous n'apprenez pas à donner du petit déjeuner qu'on vous donne, le jour où vous allez gagner des millions, vous n'allez pas donner. Donc, il faut déjà apprendre à donner du peu qu'on a pour être sûr de donner le jour où on en a beaucoup. Vous allez voir, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne partagent pas parce que justement, quand ils en avaient un peu, ils n'ont pas appris à donner. Donc, et ce qu'on donne et qui est le plus précieux, c'est notre temps. Et nous avons tous, même si nous sommes occupés, nous avons quand même du temps. Il nous arrive de dégager du temps pour des loisirs. Si nous pouvons prendre une partie même de notre temps de loisirs pour apporter quelque chose, une connaissance, une compétence à la communauté, nous aurons été utiles à cette communauté-là. D'accord, mais cela aussi part d'un esprit de solidarité. On renoue avec nos anciennes valeurs. C'est aussi notre tradition. Et des valeurs que nous avons tendance à perdre, justement, parce que l'individualisme, c'est complètement instauré dans notre mode de vie et tout. Mais le fait de se souvenir que nous sommes issus d'une communauté et que d'une façon ou d'une autre, cette communauté nous a apporté, rendre à cette communauté-là n'est que justice, en fait. D'accord, mais peut-être que si on comprenait ce que nous avons perdu en nous éloignant de cette solidarité, on serait peut-être un peu plus intéressé par le service aux communautés. Pour vous, qu'est-ce qu'on perd à ne pas aller vers les autres?
Déjà, rien ne peut remplacer le contact que nous avons avec les nôtres. Lorsque nous sommes avec nos communautés, c'est d'une satisfaction qui n'est pas monnayable. En tout cas, pour moi, voilà, c'est d'abord moral, la satisfaction d'être avec les siens. Et deuxièmement, lorsque par votre contribution, vous vous rendez compte que vous avez apporté un plus dans la vie de quelqu'un, c'est une satisfaction là également qui n'est pas monnayable parce qu'on ne va pas vous payer de façon numéraire ce que vous avez fait, mais de voir cette personne progresser, vous aurez participé à construire cet édifice-là plutôt que de rester à faire des discours. Vous avez apporté une pierre à cet édifice de votre communauté. D'accord, donc pour vous, Nelson Mandela, on ne l'oubliera pas de sitôt à travers le Mandela Day. C'est sûr. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup de Mandela, de sorte qu'on finisse par oublier le premier. Parce que si tout le monde arrive à s'engager, à s'approprier cet héritage, nous aurons beaucoup d'icônes, de sorte qu'on n'ait plus une seule à célébrer. D'accord, encore que Nelson Mandela permet de mettre l'Afrique sur orbite, ça prouve que nous avons beaucoup à apporter au monde. Nous apportons déjà beaucoup et nous avons encore beaucoup à apporter. Il suffit que nous prenions conscience du potentiel de l'Afrique, que nous prenions conscience du potentiel de chacun de nos pays, du potentiel de chaque citoyen. Si chaque citoyen arrive à s'approprier, à comprendre le potentiel qu'il a et qu'il s'engage à le développer, à le montrer au monde, le Bénin et l'Afrique seront complètement sur l'orbite. Donc une journée de Mandela Day pour vous, c'est vraiment rendre hommage en servant. C'est vraiment rendre hommage au service à la communauté. Et c'est une chose que nous avions tendance à oublier. Merci à vous, Barkatou Sabiboun. Vous êtes femme leader. Avec vous, aujourd'hui, on s'est intéressé au Mandela Day. Vous nous avez prouvé que c'est toujours bon de pouvoir rendre hommage aux autres en servant sa communauté. On y gagne tous, pas seulement celui qui donne, mais aussi celui qui reçoit. Merci d'avoir été avec nous. C'est le dernier plateau pour le grand rendez-vous, mais ce n'est pas fini du tout. On rappelle ensemble la météo de demain. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent depuis Ndali. Le dernier plateau du grand rendez-vous de ce soir a parlé justement du Mandela Day et c'est cela qui nous permet d'aboutir à notre citation, notre instant citation. C'est donc maintenant la citation de ce soir nous vient de Nelson Mandela et elle dit ceci: être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. On se dit encore à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et passez un excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne BB24.